Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va voir un petit peu d'historique, l'histoire du Tumu. Et en parallèle un petit peu aussi de l'exposition volontaire au froid. Alors pour nous, occidentaux, de l'Institut Maurice Daubard, évidemment, notre histoire commence principalement avec notre maître, Maurice Daubard, qui est mon père. Donc, on va commencer par son histoire à lui, rapidement. On va faire un petit résumé. Donc, Maurice Daubard avait la tuberculose quand il était au début de sa fin d'adolescence, début de sa vie donc de jeune adulte. Et il était donc en sanatorium. Et il était condamné donc ou à mourir ou condamné à avoir cette opération dont j'ai oublié le nom. C'est le genre de choses dont on oublie facilement le nom. Donc on ouvre ici, il faut passer à travers les côtes, etc. Je ne sais même pas ce qu'il faisait. Et les gens ensuite sont donc handicapés pour la vie, sinon morts. Voilà. Et donc dans ce sanatorium où il a passé 5 ans de sa vie, 5 ans immobile pratiquement, il a eu la chance extraordinaire, ils ont eu la chance, les patients de l'époque, d'avoir la visite d'un séminariste chrétien qui revenait d'Inde. Et ce séminariste a commencé de leur donner des cours de yoga. Mais évidemment, il n'avait pas le droit de bouger. Donc, il devait rester dans l'immobilité totale et observer la montagne toute la journée. Donc, ce qu'a fait ce séminariste, c'est leur passer des techniques de yoga mental. Voilà. Et Maurice Daubard, lui, eh bien, il a vraiment pris ça au pied de la lettre et a mis ça en application. Et grâce à ces exercices de yoga mental, eh bien, il a commencé d'avoir une amélioration. De fil en aiguille, il est sorti de l'hôpital. Et quand il est sorti de l'hôpital, des amis lui ont parlé de choses, d'ouvrages, des Tibétains, etc. Il a découvert l'abbé Knep. Knep, c'est K-N-E-I 2P pour ceux qui veulent faire de la recherche. Donc, et cet abbé Knep, il avait exactement la même histoire, c'est-à-dire qu'il avait été tuberculeux et en ayant lu le livre d'un Allemand du XVIIIe siècle qui s'appelait Johann Hahn, H-A-H-N, qui lui a écrit un livre donc, sur les vertus de l'eau froide. Et donc cet abbé Knep, inspiré de cet Allemand, a commencé de prendre des bains froids. Et son état s'est amélioré en quelques semaines. C'était miraculeux, surtout pour un abbé. Hein. Ce qui n'a pas trop plu d'ailleurs à l'époque à l'Église, au début, parce qu'il a écrit, il a travaillé, il a écrit un livre, une méthode, etc. Et il a fini en fait par soigner le pape à l'époque. Donc vous voyez, hein, l'évolution. Donc, alors maintenant on en est à Maurice Daubard. Maurice Daubard a lu cette aventure extraordinaire de l'abbé Knep, et évidemment, eh bien lui aussi, il a pris des bains dans l'eau froide. La première fois qu'il a fait ça, c'était en 1956, dans l'Allier, cette rivière magnifique du centre de la France. Et en 1956, si vous allez dans les registres d'histoire, vous verrez que c'était des records de froid. Donc l'Allier était chargé de parpaings de glaçons, Et pour une rivière, c'est quand même assez rare. Et depuis, il n'a jamais arrêté. Et lui aussi, donc, eh bien, a amélioré sa santé. Alors ici, vous voyez, il y a des petits moustiques qui passent. Il y a des feuilles qui tombent sur ma tête, c'est pas grave. Voilà, il y a le bruit du vent, vous entendez. Je suis dans mon jardin, à Rio, donc sous les tropiques.
Et il fait chaud, j'ai mis le t-shirt seulement pour vous parler. D'ailleurs, le t-shirt, vous voyez, inspiration tibétaine, juste une petite référence. Voilà, donc l'influence pour Maurice Daubard, c'est pas seulement les Tibétains, c'est aussi l'Occident. Parce que l'exposition volontaire en froid, c'est pas avant-hier qu'on a commencé à entendre parler de ça en Occident. Ce livre, le petit livre de ce Juan Han, je ne sais pas prononcer à l'allemand, donc eh bien il date du XVIIIe siècle. Voilà. Alors, ça a marché et il a continué. Et en parallèle, alors l'ordre chronologique, je ne sais pas exactement, il a découvert donc aussi les Tibétains, par les ouvrages principalement de Alexandra David-Néel. Et alors là, il a été complètement séduit, enthousiaste, et donc il a continué toute sa vie et a commencé à enseigner dans les années 80 le froid. Voilà pour ce qui est un petit peu de l'historique de notre maître Maurice Daubard. Maintenant, on va voir un petit peu l'historique des Tibétains. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a quelques concepts à comprendre. Déjà, pour commencer, aussi bien le yoga de l'Inde, le yoga de l'Égypte, le yoga du Tibet, sont des sciences. Mais ce sont des sciences qui évoluent en parallèle et qui reçoivent beaucoup d'influence des religions, notamment le bouddhisme, mais pas seulement le bouddhisme. Donc, pour un occidental, il faut bien comprendre ça, surtout dans une société où la laïcité règne en maître. Donc, il y a des concepts qui sont imbibés de religion, même si le yoga ou le tummo ne sont pas une religion en soi. Et donc, il y a des pratiques qui vont être, je dirais, compliquées pour un occidental. Alors, les occidentaux vont aller lire certains livres, etc. Mais il risque d'y avoir des blocages parce que certains exercices, eh bien, ça ne va pas le faire. Par exemple, s'identifier avec sa divinité, tout commence pour les Tibétains avec une identification et même plus qu'une identification, puisqu'on doit se confondre avec notre divinité. Alors je vous pose la question, quelle est votre divinité? Eh bien, en général, panne sèche, eh bien, tout s'arrête là, le tummo s'arrête là, parce que eh bien, les Occidentaux, principalement les Français, je ne sais pas, nos amis belges, suisses, etc., ben, ils n'ont pas de divinité. Donc, comment ils vont s'identifier et se confondre dans une visualisation avec leur divinité? Et selon beaucoup de courants donc, tibétains, pour pratiquer le tummo, c'est le point de départ. C'est bien pour ça que nous, on reverra ça dans un autre chapitre, on parle d'inspiration tibétaine. On ne prétend pas pratiquer le tummo tibétain. Mais on s'en inspire, comme Maurice Daubard s'en est inspiré. On s'en inspire. Donc on va voir. Alors, l'histoire du tummo au Tibet nous ramène à Naropa. Alors, je ne vais pas vous dire les époques parce que là, je ne suis pas très... mais ça, c'est assez facile à faire de la recherche pour trouver exactement les époques donc, qui sont donc, dont on parle là maintenant. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, en général, la science, la philosophie en Occident, elle est le résultat, et ça c'est important, en fait c'est ça que je voulais vous dire, j'ai ouvert une petite parenthèse mais j'y reviens, c'est très important de comprendre ça, c'est que aussi bien la science que la philosophie, la psychologie, etc., en Occident, elles fonctionnent avec des théorèmes, avec des pensées élaborées, qui sont en fait des relations de cause à effet perpétuelles, hein, ou d'inspiration, et à partir de là, on découvre autre chose.
et qui sont transmis donc de professeurs aux élèves à travers les livres, à travers les enseignements directs. Et c'est toujours le fruit d'une conclusion donc rationnelle. Voilà. On reçoit un enseignement, et à partir de cet enseignement, eh bien, un savant, par exemple occidental, meurt à l'âge de 80 ans et il laisse un héritage donc de découvertes, d'enseignements, aussi bien philosophiques que scientifiques. Et le jeune donc, disciple, donc lui il a toute la vie devant lui, il reprend ces données-là et à partir de là, eh bien, il va développer. Et c'est de génération en génération, c'est comme ça que la science avance, que la philosophie avance, que la psychologie avance, etc. etc. La mécanique automobile aussi. Hein? Voilà. Mais en Orient, c'est un petit peu différent. Il y a évidemment l'enseignement de maître à disciple, et en général, c'est un enseignement oral dans la tradition, qui ne passe pas par les livres, et c'est pour ça que beaucoup de maîtres disent que les livres ne sont pas une bonne chose. Et oui, ils disent même que c'est dangereux, parce qu'un maître qui a ses disciples, il connaît ses disciples, et il sait exactement quel enseignement ce disciple donc est prêt à recevoir. Et dans les livres, eh ben, tout est en vrac, on commence en plein milieu du chemin, ou même des fois à la fin du chemin, et puis on se perd, on se décourage, etc., etc. On fait des techniques qui ne sont pas appropriées à notre niveau et ni à notre personne, etc., etc. Donc, bien sûr, vive le livre, vive l'évolution de l'humanité, l'écriture, etc. Mais tout a des effets secondaires. Et le livre, si on prend un livre de tibétain, on va se mettre dans le froid depuis 3 matins ou 4 matins, on est rentré dans le froid d'une manière improvisée parce qu'on a vu un tutoriel sur YouTube, je ne sais pas trop quoi, un copain nous a dit, c'est génial, super, bien sûr, le froid, c'est magnifique. Et puis après, on s'achète un bouquin de tibétain, etc. Puis on commence à lire la philosophie, et puis on met des choses dans l'application. Bah, selon les maîtres, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Voilà. Donc, revenons à cette différence fondamentale entre l'Occident et l'Orient. En Orient, aussi bien au Tibet, donc en Inde, l'origine d'un savoir, souvent, est une inspiration divine. Et c'est là où ça coince pour les Occidentaux en général. De savoir que tout le savoir donc ils vont mettre en application, eh bien au départ, ça a été une inspiration divine. C'est-à-dire que le grand maître, il a reçu une inspiration. En méditation, par exemple, mais pas forcément. Et à partir de cette inspiration, qui est le point de départ de beaucoup de philosophie, de science, et pas seulement le point de départ, puisque d'une manière ponctuelle, il y aura d'autres, sur le cheminement de ce savoir, il y aura d'autres inspirations. Donc, il peut y avoir un changement brutal de savoir, un apport brutal de savoir par une inspiration, chose qui n'existe pas en Occident. Plus ou moins, puisqu'il y a aussi l'inspiration en Occident, bien sûr. Mais quand le scientifique ou le philosophe va s'adresser, monter à la tribune et expliquer au monde entier sa théorie, s'il annonce que c'était une inspiration pendant son sommeil, ça ne va pas trop le faire. Donc, en Orient, ça le fait. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que l'origine du tout mot. L'origine du tout mot, ben voilà, on ne sait pas vraiment d'où cela vient. Et probablement, ça vient d'une inspiration divine. D'un Bouddha, voilà. Il y a 2 grandes lignes selon, on va se référer au Si Yoga de Naropa, hein, qui est la grande référence par rapport au Tummo. Donc, les 6 yogas de Naropa, eh bien, il y a 2 possibilités dont on ignore quel serait le véritable
donc la véritable origine. Une possibilité, c'est que 6 maîtres donc, auraient créé 6 yogas, dont le Tummo. Ou alors, un grand maître aurait créé les 6 yogas. Voilà. Alors je vais prendre mon papier parce que moi, les noms propres, c'est pas mon fort. Hein. Donc, juste pour donner le nom, hein, s'il s'agissait d'un seul grand maître, qui en fait, c'est pas un maître, ce serait plutôt un Bouddha. Hein. Donc, ça serait Vajradhara. Voilà. Ou alors, ça viendrait de 6 divinités différentes. Une divinité, un maître, par yoga. Et bien moi j'ai choisi, on peut choisir. Hein. Donc j'ai choisi ce modèle-là, parce qu'il me plaît plus. Et pourquoi il me plaît plus? Eh bien parce que le Tummo viendrait d'une Dakini. Ah, génial! C'est génial ça! Moi j'ai des frissons quand je lis des choses comme ça, quand je découvre, on fait de la recherche et on découvre des choses. Et là je découvre que c'est une Dakini qui s'appelle Karpo Sangmo, tibétaine. Alors, une Dakini c'est quoi? Une Dakini c'est une déesse, c'est une divinité. Une Dakini qui l'aurait créé, qui l'aurait inspiré, comme une fleur s'épanouit. Oh, le Tummo est né d'une Dakini, d'une divinité. C'est génial, non? Et alors, ensuite, le deuxième personnage à qui cette divinité a-t-elle révélé le Tummo? Et bien là, ça devient intéressant encore, parce que c'est Monsieur Tilopa. Donc Tilopa, ensuite, eh ben, il a repassé tout ce savoir extraordinaire. Alors là, on parle des 6 yogas, hein, mais nous on parle du Tummo. Donc dans les 6 yogas, il y a le Tummo qui est la base des 6 yogas, en fait c'est la base des 5 autres. Eh bien, il a passé à Naropa. Voilà. Et Naropa, je regarderai mon papier pour ne pas dire de conneries. Hein. Donc Naropa, dans la suite logique, alors c'est celui qu'on connaît, c'est le nom qui résonne dans notre esprit, parce que c'est le nom qu'on a déjà entendu parler, qu'on a déjà lu quelque part, c'est Naropa. Mais ensuite, il y a un autre intermédiaire qui est Marpa. Et Marpa, il est très important, Marpa, parce qu'il a un petit peu réorganisé les choses, et puis il a redistribué. Donc on est revenu à l'origine, c'est-à-dire que comme si on prend donc l'origine qui me plaît le plus, que j'ai choisi, donc c'était un maître, une divinité inspirante pour chaque yoga. Ensuite, à partir de Tilopa, eh bien, c'était un seul donc passeur de savoir, on va dire ça, passeur de savoir. Naropa également. Et lui, et Marpa, donc prochaine étape, lui aussi. Et Marpa, lui, eh ben, il a décidé qu'il allait rediviser l'histoire. Voilà. Et donc, il a confié le Tummo, encore un nom que vous connaissez, vous avez entendu parler, à Milarepa. Milarepa qui est le saint tibétain, voilà. Et donc, c'est lui qui a eu la grande responsabilité du Tummo. Et il est donc allé habiter dans une grotte avec juste un petit linge, probablement de coton. Et il a vécu comme ça pendant des années, donc dans le froid, à pratiquer les techniques de Tummo. Alors, les techniques de Tummo à la tibétaine, c'est pas comme nous, évidemment. Parce qu'il reste une semaine, 15 jours, 3 ans, hein, la vie entière dans le froid. Nous, on s'expose et hop, on rentre au chaud.
Donc on n'a pas besoin de pratiquer certaines techniques comme eux pratiquent. Voilà, c'est pour ça qu'on s'inspire. C'est d'inspiration tibétaine. Alors après Milarepa, évidemment, il y a eu d'autres personnes. Hein. Donc il y a un personnage qui est très important, qui est Govinda. Ce serait le personnage dans les personnages les plus importants, donc le plus récent. Voilà, Govinda, qui était d'ailleurs pas du tout tibétain, il était, je crois, allemand. Donc il a vécu toute sa vie donc, au Tibet, enfin pratiquement pas toute sa vie, mais presque, une bonne partie de sa vie en tout cas. Et on a donc des apports, des livres avec Alexandre Davinel, mais d'autres auteurs aussi, donc qui nous facilitent. Facilite, c'est pas vraiment, hein, parce que quand on lit les bouquins tibétains, on se retrouve devant des informations qui sont compliquées à filtrer, parce qu'une grande partie, en fait, c'est de la mythologie. Donc c'est pas un bouquin qu'on va là, voilà, numéro 1, faites ceci, faites cela. De temps en temps, il y a des petits passages, oula, ça y est, j'ai trouvé un chapitre, un paragraphe, où on peut extraire certaines techniques, mais en général, c'est très spirituel, parce que pour les Tibétains, le Tummo est est de la spiritualité pure. C'est spirituel. Voilà. Donc, nous, on a d'autres, en Occident, on a d'autres, j'allais dire, priorités, d'autres besoins, on a une autre culture. Donc, en général, les gens vont d'abord faire de l'exposition volontaire au froid pour retrouver la santé, pour retrouvé l'enthousiasme, etc. Mais ça, on verra ça dans un autre enregistrement. Alors, j'espère que ce petit enregistrement vous a aidé en ce qui concerne l'historique un petit peu. Après, à chacun de faire de la recherche. Tout ça, c'est très intéressant. Et on se voit prochainement donc pour un prochain chapitre.